OK, donc, on va regarder ici l'ensemble canonique. Donc, le système, je l'ai fait gros ici. Il faut imaginer que le réservoir est énorme hein, par rapport à ça. Donc, comment est-ce qu'on peut maintenant calculer cette distribution de probabilité-là? Bon, ben, on va procéder comme on a procédé auparavant, c'est-à-dire qu'on va regarder la probabilité d'avoir une énergie E de ce côté-là. Donc, je vais diviser mon système en deux, comme avant. Donc, il y a une énergie E ici. Puis, il y a une énergie E0 moins E ici. D'accord? Donc, P de E. Puis là, il faut imaginer que V et N sont fixes. Donc, P de E, ça va être égal à oméga, le nombre d'états microscopiques accessibles ici, fois le nombre d'états microscopiques accessibles dans le réservoir, oméga prime de E0 moins E, sur oméga total. Alors, on procède, autrement dit, tout ça ici, le réservoir plus ça, c'est un ensemble microcanonique. C'est bon? Donc, autrement dit, du point de vue des statistiques, je ne fais pas de nouvelle hypothèse statistique. C'est la même chose qu'auparavant. C'est-à-dire que s'il y a un gros système qui est isolé, je regarde le nombre d'états microscopiques. La différence maintenant, c'est que celui-là, ici, le système rouge, oméga prime, il est énorme. D'accord? Donc, le concept de plus qu'on a introduit, c'est celui de réservoir, finalement. Donc, ici, je vais écrire que P de E est égal à oméga de E. Puis, on sait que donc E va être minuscule par rapport à E0. Donc, on veut faire un développement de Taylor, mais on sait qu'on ne veut pas développer de Taylor directement oméga prime. Il faut prendre l'exponentielle du log. Donc, ici, j'écris que c'est l'exponentielle du log de oméga prime. Là, je fais mon développement de Taylor autour de 0, d'accord? Donc, ça, c'est le terme quand E est égal à 0. Puis là, j'ai le terme plus D log oméga D E0 moins E. Hein, c'est une fonction de E0 moins E que j'évalue à E égale 0. À E égale 0. Donc, je développe autour de E0. Puis ensuite, il faut que je prenne la dérivée de l'argument. Hein, parce que je veux savoir, c'est un développement de Taylor par rapport à E. Donc, je prends DE0, DE, DE. Donc, ça, qu'est-ce que ça donne, cette dérivée formidable-là? Pas compliqué, hein? Ça donne moins 1. Puis ici, c'est un développement de Taylor autour de E égale 0. Donc ici, j'ai le terme de premier ordre qui est E. Ici, c'est devenu un moins 1. Puis pour un réservoir, cette quantité-là, ici, D log oméga DE, c'est quoi pour le réservoir? Ben, c'est juste une propriété du réservoir parce que c'est évalué à E égale 0. Mais on peut lire ici, hein? C'est 1 sur KBT. Tout le monde voit? D log oméga DE, ici, c'est 1 sur KBT pour le réservoir. C'est le T du réservoir. Donc, ici, je peux remplacer ça par... Donc, tout ce que j'ai finalement, c'est E sur KBT. Moins E sur KBT. Bon, puis oméga tot, qu'est-ce que c'est ça? Oméga tot, c'est égal à la somme sur toutes les valeurs que E peut prendre
Donc, je vais appeler ça E double prime pour ne pas mêler. De oméga de E double prime fois exactement la même chose qu'ici. Donc, exponentielle du log de oméga prime moins E double prime sur KBT. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce terme-là se simplifie. Puis, tout ce qui me reste, c'est que P de E est égal à oméga de E fois l'exponentielle de moins E sur KBT divisé par la somme sur E double prime de oméga de E double prime fois l'exponentielle de moins E double prime sur KBT. Donc, tout ce qui reste sur le réservoir, c'est la température. Pourquoi j'ai négligé les termes de deuxième ordre ici? Parce qu'ils sont très petits par rapport aux autres, là. Oui, puis pourquoi? À cause du... Ben, si on checkait l'ordre de grandeur de ces nombres-là, sûrement que ça aurait un lien avec le nombre de degrés de liberté, là. Oui, oui, exactement. Donc, à chaque fois que je prends une dérivée par rapport à E, j'ai 1 sur le nombre de degrés de liberté du réservoir qui intervient. D'accord? Puis au numérateur, j'ai juste le nombre de degrés de liberté de ce système-là. C'est toujours plus petit par un terme qui est de rapport entre le nombre de degrés de liberté ici et le nombre de degrés de liberté là. Ça va? Donc, c'est pour ça que je laisse tomber les termes d'ordre supérieur. Donc, maintenant, pour un état microscopique donné, disons que le système est tellement petit qu'il y a juste un état microscopique, mais qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est que, je vais l'écrire ici parce que c'est important. Donc, je vais avoir la probabilité pour un seul état microscopique donné R, ER. Donc, pour mon système qui a un volume, un nombre de particules, puis une température donnée, ça va être égal à exponentielle de moins ER, l'énergie de l'état microscopique, sur KBT. Ça se voit encore, ça, oui. Divisé par Z. Ça, c'est vraiment le Z qu'on a vu tantôt, Z de TVM, où j'ai défini Z comme étant égal à la somme sur tous les états microscopiques d'exponentielle de moins ER sur KBT. Autrement dit, regardez ici, tout ce que j'ai fait, vous voyez, E double prime fois oméga de E double prime, ça c'est le nombre d'états microscopiques qui ont cette énergie-là, E double prime. D'accord? Ça, c'est le nombre d'états microscopiques qui ont cette énergie-là. Je peux réécrire cette somme-là comme une somme sur tous les états microscopiques. D'accord? Autrement dit, partez d'ici, puis là, rassemblez tous les termes, tous les états microscopiques qui ont la même énergie, puis comptez-les. Ça va vous donner oméga de E. Puis ensuite, l'exponentielle est la même pour tous ces états microscopiques. Fait que c'est l'exponentielle de moins double prime. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Mais comment on différencie... parce que là, on trouve la probabilité d'avoir l'énergie ER, puis on divise ER sur la somme des... genre, j'ai l'impression qu'on divise deux choses qui sont la même chose, mais avec une somme au dénominateur, mais je comprends pas le... Ça vient d'ici. Hein, parce que ça, c'est oméga total. Fait qu'il faut Ouais. sommer tous les états microscopiques. Ok, non, c'est bon, c'est correct. Ok. C'est bon? Donc, autrement dit, puis oméga total ici, c'est égal à la somme sur E. J'ai sauté une étape, effectivement. Oméga total, c'est la somme sur toutes les énergies de ça ici.
du numérateur. D'accord? Parce que, voilà, il faut que je regarde toutes les possibilités d'énergie. Donc, c'est pour ça que j'ai cette quantité-là ici. Donc, ça, c'était la section 2, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 6. J'ai oublié de l'écrire. Maintenant, je vais vous donner des exemples, d'accord? Je vais donner des exemples de calcul. Puis là, en principe, c'est là que vous allez m'haïr. Parce qu'on va faire en quelques lignes le problème qui vous a fait, je ne dirais pas quoi, sur les spins dans un champ magnétique. D'accord? Vous vous souvenez d'avoir fait ça au problème 3.2. Vous avez fait dans l'ensemble microcanonique. On avait un champ magnétique H ici. Puis on commençait par demander l'aimantation moyenne. D'accord? Donc, quel est le moment magnétique moyen, mu? Bon, je vais prendre un spin. Je vais dire qu'il est en contact avec le reste, qui va servir de réservoir. Donc, il va être à une certaine température. Donc, c'est correct parce que tous les spins sont indépendants ici. Donc, ça, c'est égal à mu 0 fois la probabilité d'avoir un spin up moins mu 0 fois la probabilité d'avoir un spin down. Mais c'est quoi ces deux probabilités-là? P plus, c'est égal à l'exponentielle de moins. Je vais appeler bêta juste parce qu'il y a KBT qui intervient trop souvent. Donc ici, on va définir bêta. Par définition, c'est 1 sur KBT. On ne s'est pas beaucoup servi de cette notation-là, bêta, là, depuis le début, mais chapitre 6 et 7, là, ça va revenir souvent. Donc, l'énergie d'un spin, c'est moins mu h, d'accord? Donc, ici, j'ai un autre moins qui intervient, donc c'est plus mu 0h. Puis, qu'est-ce qui va au dénominateur? Bien, c'est la fonction de partition ici. Donc, j'ai l'exponentielle de bêta mu 0h. Puis, la seule autre possibilité, c'est que le spin a le signe opposé. Donc, c'est plus exponentielle de moins bêta mu 0h. Donc, si je substitue ça là-dedans, vous voyez que ce que ça donne, c'est égal à mu 0 fois l'exponentielle de bêta mu 0h moins l'exponentielle de moins bêta mu 0h divisé par l'exponentielle de bêta mu 0h plus l'exponentielle de moins bêta mu 0h. Est-ce que vous voyez encore, oui? Donc, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu que la valeur moyenne du moment magnétique, c'est égal à mu 0 fois la tangente hyperbolique de mu 0h sur KBT. Souvenez-vous comment vous avez souffert pour obtenir ce résultat-là? Dans 3.2. Donc ici, on l'obtient en quelques lignes. Maintenant, je manque sérieusement de place. Donc, si je voulais calculer, par exemple, les fluctuations, par exemple, si je voulais calculer mu carré
bien ça va être simplement égal à mu0 au carré. Parce que là, ici, je vais avoir mu0 carré fois P plus. Puis moins mu0 au carré, ça donne mu0 carré fois P moins. Donc, puis P plus P moins, c'est égal à 1. Donc, ça, c'est mu0 carré. Donc, mu carré moins la valeur moyenne de mu au carré, ça va être égal à mu0 carré fois 1 moins la tangente hyperbolique de mu0 h sur kbt, tangente hyperbolique carré. Puis ça, c'est 50 hyperbolique carré. Bon, on ne fera pas vraiment de gros d'importance ici, là, mais un autre résultat qu'on peut trouver facilement. Puis l'autre résultat que vous aviez cherché ici, c'était dérivé du moment magnétique. Donc ça, je vais effacer ça ici, c'est pas super important, c'est juste une façon, juste pour vous rappeler que quand on a la distribution de probabilité, on ne calcule pas juste les valeurs moyennes qui sont la thermodynamique, mais on calcule aussi les fluctuations. Donc ici, si je prends comme valeur de l'aimantation totale, si je prends n fois la valeur moyenne de mu, vous voyez que dans la limite où h, mu0h est beaucoup plus petit que kbt, bien, la valeur moyenne m, ça va être égal simplement à n fois, donc mu0, puis la tangente hyperbolique, c'est mu0. Quand l'argument est petit, c'est juste la valeur de son argument. Donc mu0 sur kbt. Si je dérive par rapport au champ magnétique, vous voyez, ça donne la loi en 1 sur température qu'on avait appelée la loi de Curie. Donc, encore une fois, tout le problème du chapitre 2 qui est fait très facilement ici. Donc, je vais vous donner un autre exemple. Autre exemple de calcul. Ce qu'on appelle la distribution des vitesses de Maxwell. Donc, si vous imaginez des particules d'air, hein, des particules dans un gaz, bien évidemment, il va y avoir une agitation thermique. Hein, tout ça, ça va bouger. Mais ça ne sera pas tout à la même vitesse. Il va y avoir une vitesse moyenne. Il va y avoir des fluctuations autour de la vitesse moyenne. Mais bon, qu'est-ce que c'est la probabilité? Pas juste la vitesse moyenne, mais quelle est la probabilité d'avoir une certaine vitesse? Mais là, on peut faire comme on vient de faire là, c'est-à-dire prendre une en particulier, puis supposer que tout le reste, hein, ça interagit faiblement, tout le reste, c'est juste un réservoir de température. Donc, on va pouvoir utiliser encore une fois notre ensemble canonique. OK, donc j'ai une particule maintenant. On fait ça dans la limite classique. Hein. Donc, dans la limite classique, si j'ai juste une particule, la probabilité d'avoir une quantité de mouvement P, c'est la densité de probabilité fois d cube P. Mais ça va être égal à quoi? Bien, ça va être égal à l'intégrale d cube R, parce que en fait, je ne prends pas d'importance où est la particule. Ce n'est pas la question que je pose, elle peut être n'importe où. Donc, d cube R sur h bar cube fois d cube P. D'accord? On avait vu que pour compter le nombre d'états microscopiques, hein, il fallait avoir R, P, puis divisé par H. Donc, j'ai d cube R, d cube P divisé par H cube.
Ici, j'ai l'exponentielle de moins bêta p carré sur 2m. Et puis, au dénominateur, j'ai z. Donc, z, ça va être l'intégrale d cube r, d cube p. Maintenant, il faut que j'intègre aussi sur toutes les valeurs de p possibles. Sur h bar cube. H cube, pourquoi je dis h bar? C'est h cube, désolé. Oh, une erreur de 2 pi cube, c'est quand même gros. Mais, vous voyez, c'est quand même pas trop préoccupant parce que ça se simplifie ici. Donc, fois l'exponentielle de moins bêta p carré sur 2m. Donc, maintenant, l'intégrale des cubes R, c'est dans un volume V. Hein? Au numérateur, au dénominateur, ça va se simplifier parce que je n'ai pas de dépendance en position ici. Hein? Parce que l'énergie d'une particule libre, c'est p carré sur 2m. Donc, vous voyez que le résultat ici, c'est exponentielle de moins bêta p carré sur 2m divisé par l'intégrale d cube p de l'exponentielle de moins bêta p carré sur 2m. Donc ça s'appelle la distribution de vitesse de Maxwell. Le d cube p, on peut passer en coordonnées polaires. Et puis à ce moment-là, il y a le carré en fait, le P, vous pouvez le remplacer par MV carré sur 2. MV carré, MV, oui, le P, vous le remplacez par MV. Passez en coordonnées sphériques. Puis il va y avoir donc en coordonnées sphériques, il va y avoir un facteur de vitesse au carré ici, qui va être ici en avant. Mais là, on se contente de ça ici. Donc, dernier exemple dans l'ensemble canonique. Dernier exemple. Donc, vous avez fait dans des exercices, vous avez fait l'atmosphère isotherme. Hein? Donc là, ce qu'on va demander maintenant, c'est la probabilité d'avoir une particule à la hauteur Z fois dz. Donc ça va être égal à, comme on a fait tantôt, hein, l'intégrale maintenant, ça va être dx, dy, parce que je n'ai pas demandé, j'ai juste demandé la hauteur, ça n'a pas d'importance où ça se trouve. J'ai divisé par dh cube. Puis là, j'ai l'intégrale d cube p. Puis ici, j'ai l'exponentielle. Et mon Dieu, que je suis tassé ici. On va l'effacer, ça n'a juste pas de bon sens. Donc, l'exponentielle de moins bêta. Maintenant, l'énergie ici, c'est P carré sur 2m, mais il y a aussi plus mgz, d'accord? Qui est la hauteur. Puis, il faut que je divise par l'intégrale dx, dy, d cube p sur h cube. Puis, il faut que j'intègre sur z aussi cette fois-là. dz exponentielle de moins bêta p carré sur 2m plus mgz. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Bien, tout va se simplifier sauf l'exponentielle de mgz. Évidemment, j'ai l'élément de volume dz ici aussi. Donc, ça va me donner exponentielle de moins bêta mgz sur l'intégrale des z d'exponentielle de moins bêta mgz.
Est-ce que vous voyez le Z? Est-ce que c'est clair? On a tout simplifié finalement. Sauf l'exponentielle de moins, puis un dz ici aussi, évidemment. Sauf l'exponentielle de moins bêta mgz. C'est bon? Donc, OK, maintenant, vous allez faire un petit exercice. Je vais vous envoyer en sous-groupe encore une fois. Puis là, on est en train de passer à l'ensemble suivant ici. Donc, cet ensemble-là, vous allez voir, il est très utile dans le deuxième cours de mécanique statistique parce que c'est avec ça qu'on dérive la distribution de, par exemple, de Fermi-Dirac ou de Maxwell-Boltzmann, donc, pas de Maxwell-Boltzmann, de Bose-Einstein. Donc, c'est très, très utile pour les statistiques quantiques. Nous, on va s'en servir. Dans le dernier problème qu'on va faire, on va s'en servir. Ça va être un problème important. Ça va être comment est-ce que l'oxygène se fixe sur l'hémoglobine. D'accord? Donc, on va voir comment est-ce que, avec des molécules d'hémoglobine, comment est-ce que la pression d'oxygène influence la concentration, finalement, la quantité d'oxygène qui est absorbée par l'hémoglobine. Donc, c'est un problème qui saigne à la fin. D'accord? Ça va être basé tout sur cet ensemble-là. OK. Fait que là, le problème que je vous pose, c'est de voir qu'est-ce qui aurait été modifié ici, dans cette expression-là, encadrée en rouge. Je peux retrouver mon crayon rouge. Donc, tout ça ici, finalement. Oui, ici, on a laissé l'énergie fluctuer. Puis, on est arrivé à ça ici. Maintenant, l'énergie ici a fluctué encore, c'est-à-dire que le réservoir, c'est un réservoir de température. Mais maintenant, on laisse le nombre de particules fluctuer aussi. Puis là, vous savez, vous avez ça ici. Là, tantôt, on a utilisé dE sur T pour avoir E sur KBT ici. Donc, le DS sur DE du réservoir, c'était 1 sur KBT. Donc, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est modifié ici? Qu'est-ce que c'est le résultat final? Qu'est-ce qui remplace ce que j'avais ici si on est dans l'ensemble grand canonique? Bon, là, je vous lance un gros défi, là. Mais c'est facile à deviner. On va juste à réfléchir. Qu'est-ce qu'on a fait? Si on a fait un développement de Taylor en utilisant E, qu'est-ce qui arrive si on rajoute N? Donc, on va arrêter l'enregistrement.